Merci de nous retrouver dans cette émission Café Débat, vous le savez, c'est l'espace consacré à l'analyse et au décryptage de l'actualité au quotidien. Ce numéro consacré notamment à la crise de Beila, vous le savez, Beila qui a connu des tumultes, des soulèvements la semaine dernière. Et nous avons reçu sur ce plateau les membres de l'Alliance Sabou, justement, qui ont soutenu et encouragé les réclamations des populations de Beila, mais aussi incriminé l'État, le gouvernement, dans le fait justement qu'ils n'ont pas anticipé ce qui est arrivé à Beila et en fait ont arrêté des jeunes qui étaient dans la rue ce jour à Beila. Comme de la bergère au berger ou du berger à la bergère, je reçois sur ce plateau un membre de la cellule de communication du RPG en la personne de Mohamed Fofana qui va donc répondre à cette accusation, disent-ils, mais avec lui on va aussi parler on va dire de performance des jeunes au sein de l'administration guinéenne. Il s'agit du cas de Abdoulaye Aboubacar Makissa Kamara, qui est donc directeur des impôts et qui vient de bénéficier d'un prix de reconnaissance pour toute la performance ou toutes les performances dont il fait montre à son poste depuis un certain temps. Mais dans la deuxième partie également, je recevrai Sekou Jamal Pendessa pour parler d'actualité, notamment de la Sénacip, cette semaine de la citoyenneté qui s'annonce, mais dont le budget a été radicalement raboté par le ministère du Budget, ce qui est déjà mal vu par les citoyens. Là-dessus, je reçois dans cette première partie Mohamed Fofana. Mohamed Fofana, bienvenue sur ce plateau. Merci M. Diallo. Merci. Bonjour et bonjour à vos nombreux téléspectateurs. Merci de la disponibilité. Vous êtes jeune membre du RPG, notamment de la cellule de communication. Avant qu'on ne parle de la situation de Beila, d'abord, le RPG, votre parti, comment il se porte? Écoutez, au RPG, comme j'aime le dire souvent, nous sommes un parti structuré. Nous sommes un parti qui depuis des années, depuis la clandestinité, est habitué à faire ce travail de fourmi. Donc le RPG est vraiment présent sur le terrain. Nos missionnaires sont sur le terrain. Et semaine après semaine, ils rendent compte. Et le parti se porte bien. C'est vrai qu'au sein de toute entité humaine, il peut y avoir des hauts et des bas. Tout ne peut pas être parfait. La perfection n'appartient qu'à Dieu, mais nous sommes vraiment en train de travailler et je pense que le résultat que nous avons aujourd'hui en notre possession nous permet vraiment d'espérer et d'avoir grand espoir que nous sommes fin prêts en cas d'élection, et une élection libre, transparente, avec les messages, avec des informations obtenues, recueillies sur le terrain. Nous sommes vraiment sereins et nous savons vraiment que le RPG est en mesure, quelques temps que ce soit, à avoir vraiment une majorité acceptable, vraiment que ce soit les élections législatives ou les élections communales qui se présentent à l'horizon pour que vraiment la vision du chef d'État, le professeur Alpha Condé, soit mieux partagée avec les citoyens de l'intérieur. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que le RPG Arc-en-Ciel est doté d'une administration qui réfléchit à la relève, qui réfléchit à l'après Alpha Condé, qui a une vision en termes de projet de société, qui le partage avec ses militants, qui l'explique aux populations, parce qu'on a l'impression que c'est un parti où chaque samedi on va danser au siège, on met de la musique, on amuse les gens, on partage des sacs de riz, que d'instaurer un climat de réflexion profond sur la vie du parti. C'est l'impression qu'on a aujourd'hui. Ça c'est votre vision, que je respecte d'ailleurs, mais c'est ce qui est réel. Non, la réalité est tout autre. Parce que les vidéos de vos assemblées qu'on voit les samedis, c'est des gens qui dansent tous les samedis. L'assemblée d'un parti, l'assemblée générale d'un parti n'est pas un endroit où il faut venir dire les secrets du parti. C'est pas normal, ça se fait pas, ça se fait nulle part. Là aussi on fait des débats sérieux quand même. Oui, on fait des débats, on donne quelques informations aux militants. On donne quelques informations aux militants, mais en plus de cela, il y a aussi des rencontres, des sections, des sous-sections, des comités de base, et surtout les jeudis, le bureau politique national se retrouve et réellement les sujets profonds sont débattus.
Donc je pense que c'est plus simple pour vous de venir dire non que les samedis, c'est simplement pour aller danser et autres. Vous qui êtes journaliste, peut-être que c'est votre avis, mais nous militants qui nous déplaçons de chez nous tous les samedis pour aller au siège, nous recueillons des informations qui nous sont très utiles et nous pensons que le bureau politique est en train de faire un travail qui est vraiment même si comme je l'ai dit tantôt, on ne peut pas dire que tout est parfait, mais quand même les militants sont avec leurs responsables. Et d'ailleurs, les formations politiques et citoyennes des militants du RPG sont de mise aujourd'hui? Est-ce que ça c'est une réalité au sein du parti? Parce que l'une des missions des partis politiques, que de se faire la guerre dans les rues, c'est aussi de former civiquement et politiquement les militants. Est-ce que vous le faites au RPG? Écoutez, d'abord il faut souligner que le RPG est un parti qui n'a pas de clients. Le RPG a des militants, mais des militants convaincus. Des militants qui ont une culture politique, qui ont une histoire politique. Donc, contrairement à ceux-là qui sont venus en politique de façon caricaturale, ce n'est pas le cas chez nous. Nous sommes vraiment des militants et nous avons une ligne. Est-ce qu'il y a cette double formation au RPG, politique et citoyenne des militants? Ça se passe chez nous, nous véhiculons vous voyez, même quand souvent il y a des tensions, quand on parle souvent des manifestations et autres, ça a tout le temps été dit par nos responsables lors de nos assemblées. Ne répondez pas aux provocations, restez chez vous, vous n'avez pas la vocation de vous attaquer à quelqu'un ou bien de répondre à la provocation. Donc je pense que ce message est chaque fois véhiculé par nos responsables lors de nos assemblées. Mais ce qui est beaucoup plus important aujourd'hui, c'est que le RPG aujourd'hui prend la formation de ces jeunes à bras le corps. C'est extrêmement important. Nous avons des cadres du parti aujourd'hui qui sont un peu partout aujourd'hui dans le monde, qui se forment pour revenir aussi former ceux-là qui vraiment sont restés ici, parce qu'on ne peut pas envoyer tout le monde. À l'intérieur du pays, les sous-sections, les sections envoient leurs représentants et ces représentants vraiment sont pris en compte. On les envoie pour les formations et eux aussi à leur retour, ils vont, disons, comment il faut appeler ça? Ils vont de partage d'expérience. Partage d'expérience et aussi vraiment partage d'expérience, mais aussi former davantage les militants de l'intérieur vraiment à la vie politique et à la culture politique. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui chez nous. Donc c'est pour vous dire que le professeur Alpha Condé, nous sommes conscients qu'il a créé le parti avec des gens qui ne sont plus de ce monde aujourd'hui. Nous prions pour le repos de leurs âmes. Donc nous savons aussi que comme nous, le professeur Alpha Condé ne va pas rester éternellement. Donc si nous ne pensons pas à un futur radio pour le RPG, ce serait vraiment un truc inacceptable. Donc le parti est en train de travailler pour préparer son futur. Pour ça, ne vous inquiétez pas. Le RPG, c'est le parti aussi qui a oublié certains de ceux-là qui ont été martyrisés quand le parti était dans l'opposition. C'est aussi l'autre facette cachée du parti RPG en termes d'encouragement de ceux qui se sont battus. Il y a aussi ces gens aujourd'hui cachés dans l'ombre qui sont déçus de tout ce qu'ils ont fourni comme effort, en ayant perdu les leurs, en ayant perdu des matériels, en ayant perdu leurs fonctions au temps du journal Lansana Conté. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de débat sur cet aspect-là aujourd'hui au RPG Arc-en-Ciel. Je connais des familles, par exemple à Zérékolé, où les pères de famille ont été arrêtés au moment de Conté, enfermés, battus chaque matin pour l'RPG. Mais aujourd'hui, dont les enfants, les progénitures n'ont pas eu de promotion, contrairement à ce à quoi ils s'attendaient. Vous avez certains cadres, anciens cadres du premier bureau politique du RPG aujourd'hui, qui misèrent aujourd'hui dans les rues de Conakry. Il y a par exemple ce vieux Moussa Toua, par exemple, qui végète dans une misère qui ne dit pas son nom, pourtant qui était au RPG. Peut-être que c'est un débat qu'on pourrait faire prochainement, mais est-ce que oui ou non, vous êtes conscient de cela au RPG? Je ne vais pas particulariser ce sujet, mais ce qu'il faut retenir, M. Diallo, c'est qu'au RPG, d'abord, la vision du RPG est une vision générale, c'est-à-dire le développement de la Guinée. Mais pour aussi arriver au développement de la Guinée, il faudrait qu'à un moment donné que nous pensions aussi à nous-mêmes. Mais il faut aussi accepter que le professeur Alpha Condé ne peut pas aider tout le monde. Le professeur Alpha Condé ne peut pas aider tout le monde. Donc il y a une culture aujourd'hui qui favorise un sentiment de délaissement, un sentiment
d'abandon, ça c'est une réalité. Donc c'est pour vous dire quoi? Qu'un cadre du RPG, parce que vous prenez dans les gouvernements, dans les institutions et autres, il y a beaucoup de militants, anciens militants, des cadres qui sont aujourd'hui à des postes. Mais le plus, c'est-à-dire ce qui devrait être fait, c'est que chaque cadre devrait considérer un militant comme lui-même. Mais si toi, par exemple, tu as lutté avec quelqu'un durant des années et qu'aujourd'hui, toi, par exemple, dans le passé, tu avais peut-être du mal à payer, à t'acquitter de ton loyer, comme quelqu'un qui, c'est-à-dire qui est là aujourd'hui, qui traîne dans la misère, mais vous avez passé tout ce temps aujourd'hui, Dieu t'a aidé. Aujourd'hui, tu es devenu directeur, tu es devenu ministre. Tu ne dois pas te dire que tu es le plus béni. Tu ne dois pas être le plus béni par rapport aux autres. Donc, toi, c'est que le sens du partage. Ça manque, c'est une réalité. Ça manque, c'est une réalité. Si aujourd'hui, tout le monde parle d'Alpha Condé, c'est un cri qu'on pouvait minimiser. Parce qu'aujourd'hui, c'est Alpha Condé qui est à la tête du pays, c'est lui que tout le monde voit. Mais il y en a aussi qui sont à des postes, qui sont capables d'être utiles à des citoyens, à des militants, plus qu'Alpha Condé. C'est extrêmement important. Donc, je dis que un cadre du parti qui est aujourd'hui à un poste de responsabilité doit se sentir redevable à ce parti. Il doit se sentir redevable aux militants du RPG. Nous communiquons logiquement pour vraiment mieux véhiculer, disons, le message du parti. On n'a pas besoin de l'assistance d'Alpha Condé. Nous avons des cadres qui peuvent le faire. Il y a d'autres militants malades qui ont juste un besoin des ordonnances de 100 000, 200 000, 500 000. C'est des choses qu'on peut régler entre nous. On n'a pas besoin de la contribution d'Alpha Condé. Donc c'est un manquement, je le dis du fin fond de mon cœur, c'est un manquement et je pense que ceux qui sont en train de le faire, il faut avoir le courage de le dire avec le cœur et la raison qu'ils ont trahi, ou bien ils sont en train de trahir la vision du parti, parce que le professeur Alpha Condé les a nommés, je me rappelle. Après l'élection du professeur Alpha Condé au siège à Amdala, il a ce jour-là dit aux militants présents, il a d'abord prêté ses excuses, tout en leur disant que il ne sera plus parmi nous comme dans le passé. Mais il va prendre les gens en notre sein, que eux aussi doivent nous regarder. Bien. Mais ces gens aujourd'hui, malheureusement, on ne les voit pas. Bien. Souvent, quelqu'un avec lequel tu as mangé de l'arachide, ou bien tu as partagé un sachet d'eau, si tu lui dis bonjour, il ne te répond pas. Parce qu'il est directeur. Parce qu'il est directeur, parce qu'il est ministre. Donc vraiment, c'est malheureux. C'est un comportement, ce n'est pas un esprit du RPG. Je leur demande de revenir à la raison. Le RPG, c'est le rassemblement du peuple de Guinée. Nous devons être d'abord rassemblés entre nous. Bien. On ne peut pas être rassemblés si le social n'est pas là, si le partage n'est pas là, si l'entraide n'est pas là. Bien. Donc, pour vraiment rester dans l'esprit du RPG, il faut vraiment regarder dans son rétroviseur et revenir. Bien. Fermons donc cette parenthèse de la vie du RPG en quelques mots. On va passer à la question de Beila. Beila a connu une crise, Beila a connu un soulèvement, comme Kerouane l'a connu d'ailleurs avant Beila, et les gens ont marché à Kerouane pour les problèmes de route. Beila aussi, des jeunes se sont soulevés. Ils ont demandé des écoles dignes de nom, ils ont demandé des médecins pour l'hôpital de Beila. Ils ont demandé à ce qu'on termine maintenant les chantiers qui ont été lancés il y a plusieurs années maintenant dans le cadre de la festivité de l'indépendance. Ils ont demandé de l'emploi et on a vu des politiciens, leaders de partis quand même, qui sont ressortissants de la zone et qui ont félicité ce soulèvement des populations et ont condamné l'acte du gouvernement. Et vous pensez que c'est tout simplement de la manipulation et que c'est eux qui ont instigé ce qui s'est passé à Beila? Vous pensez que s'il n'y avait pas eu de manipulation, il n'y aurait pas eu de soulèvement à Beila? Écoutez, il faut d'abord saluer et soutenir les demandes des populations de Beila, parce que Beila est une ville historique, il faut le souligner. Beila a coiffé, a gouverné des localités aujourd'hui qui se trouvent peut-être en Côte d'Ivoire et ailleurs, qui sont devenues vraiment des vraies villes, beaucoup plus développées que la ville de Beila. Donc je pense que Beila ne mérite pas ça. Beila ne mérite pas ça. Cette image. Beila ne mérite pas cette image. L'image qu'on dépeint de Beila, vous êtes d'accord que c'est une réalité? Je suis d'accord. Je suis d'accord qu'il est inacceptable qu'on soit dans une ville comme Beila sans qu'on ait des enseignants. Des médecins. Des médecins, c'est pas acceptable. Nous sommes aussi des Guinéens.
Nous sommes des Guinéens. Donc, sur ce point, je dis bien dans le fond, je soutiens entièrement, du fin fond de mon cœur, les demandes, c'est-à-dire les réclamations des populations de Beila. Parce que avoir des routes, c'est normal. Avoir des écoles, c'est normal. Avoir des médecins, c'est normal. Mais je vais dire... Non, ce qui peut être, avant que vous ne réagissiez, peut-être aux déclarations des membres de l'Alliance Sabou, ce qui me semble assez paradoxal dans la chose, le volet par exemple manque d'enseignants, manque d'écoles dignes de nom, en parlant de ressortissants, parce que ces derniers temps les gens en ont fait un débat des ressortissants, et donc parce que quand il y a la crise, le gouvernement dépêche les ressortissants de Beila pour aller éteindre la crise. De l'autre côté, dans l'opposition aussi, il y a des ressortissants opposants, c'est eux aussi qui se rendent à Beila, et donc il y a eu en termes de cadres responsables par exemple, un ressortissant de Beila qui a été ministre de l'enseignement, l'apprend-on, il s'agit d'Ibrahima Kourouma. Comment comprendre qu'il n'ait pas pu faciliter cette affaire d'école à Beila, dans sa ville d'origine, qu'il n'ait pas pu déployer des enseignants à l'intérieur du pays, notamment dans sa ville d'origine qui est Beila. Comment expliquer que Ibrahima Kourouma n'ait pas pu faire cela alors qu'il a été ministre de l'enseignement préuniversitaire? C'est difficile pour moi de me mettre dans la peau du Dr Ibrahima Kourouma pour dire pourquoi il n'a pas pu envoyer ou bien faciliter toutes ces choses-là pour la ville de Beila. Mais ce qu'il m'avait dit, c'est que c'est vrai que le gouvernement, c'est lui-là qui a en charge le développement de nos localités. Mais il y a des préfectures aussi à l'intérieur du pays aujourd'hui qui ont une bonne image grâce aussi à la contribution des fils ressortissants. C'est extrêmement important. Quand vous prenez Kissidougou, vous prenez d'autres villes où vraiment des fils ressortissants ont quand même ajouté quelque chose à ce que le gouvernement est en train de faire. Ou bien, même si tu n'as pas les moyens financiers, mais tu peux quand même peser de ton poids administratif pour amener quand même les décideurs à faire face à ta préfecture. C'est extrêmement important. Donc tout ça là, c'est quelque chose... Kourouma n'a pas fait. Bon, je ne parle pas d'Ibrahima Kourouma spécifiquement. Il n'est pas le seul fils ressortissant de Beila qui a été ministre. Il n'est pas le seul fils du Konien qui a été ministre. Ou il n'est pas le seul fils du Konien qui a de l'argent ou bien qui a des entreprises. Ce qu'il m'avait dit aujourd'hui, c'est que pour demander pour un développement réel de Beila ou bien de toutes les villes du Konien, les ressortissants aussi sont invités à jouer leur partition. C'est extrêmement important. Mais je m'avais dit... L'aspect manipulation et consort, pourquoi vous pensez que c'est... L'aspect manipulation. Il y a eu manipulation. Je l'ai dit tantôt que dans le fond, la réclamation, disons, des citoyens est légitime. Mais vous savez aussi que il y a quelques semaines auparavant, quelques 2-3 semaines avant, on a vu ces mêmes jeunes que vous appelez, c'est pas quelle alliance, Alliance Sabou, on les a vus à Beila. On les a vus à Beila, ils sont partis avec l'intention de tenir un meeting, c'est pas soi-disant d'information. Mais ce meeting n'a pas bénéficié de l'adhésion vraiment des citoyens à la base. Et finalement, on les a vus... C'est le préfet qui les a empêchés de faire leur meeting. C'est ce qu'ils ont dit. Les citoyens n'ont pas répondu à leur meeting. Les citoyens n'ont pas... Les citoyens ont dit que vraiment, ce n'était pas nécessaire. Mais ils sont quand même allés dans les marchés. Ils ont fait le tour des marchés, des cafés, en tout cas des endroits. Mais aller chez eux, communier avec leurs frères, ce n'est pas un problème, c'est normal. Un parti politique, un leader de parti politique, tu as quand même ce pouvoir d'aller véhiculer le contenu de ton parti politique, bien vrai qu'il y a des périodes, parce qu'il faut être en période de campagne ou bien en période bien choisie pour sensibiliser, pour le faire. Mais quand vous avez des gens qui se disent fils ressortissants d'une localité, qui s'y rendent pour propager des messages de haine, des messages de division, des messages de violence. Vous pensez que c'est ce que les membres de Sabou, l'Alliance Sabou, ont fait à parce que eux-mêmes, la plupart d'entre nous sommes amis sur les réseaux. Eux-mêmes, le message qu'ils ont véhiculé, c'est un message dangereux. On n'a pas besoin de rentrer dans le dictionnaire pour chercher la signification de l'inintelligence. Ce qu'ils ont fait, c'est ça l'inintelligence. Donc, ce qu'ils ont fait, aller chez toi, parce qu'aujourd'hui on parle que les Américains sont forts, les États-Unis sont une nation forte, mais c'est parce que les Américains sont en mesure d'éviter les conflits sur leur territoire. C'est parce que eux, ils sont toujours chez les autres, ils vont mener le combat chez les autres, mais ils n'acceptent pas que les autres viennent chez eux. C'est ça. Maintenant, c'est juste pour dire que quelqu'un qui s'élève là où ton frère habite, là où ta tante habite, là où peut-être que, disons, ta marade, ou bien en tout cas ta maman, ou bien tes parents habitent, tu vas véhiculer des messages de violence. C'est ça l'inintelligence.
Donc je suis là aujourd'hui, pour dire, ressortissant du Konian, fils de Beila, que tu sois de l'opposition ou de la mouvance, nous sommes tous de Beila. Nous sommes tous invités à faire en sorte que Beila évolue, mais pas dans la violence. Donc ceux qui sont allés faire là-bas, par exemple, aller dire aux gens, nous sommes les Koniakais aujourd'hui, nous sommes la troisième communauté, et dans les studios des médias à Conakry ici, ce sont ces mêmes personnes qui, de façon caricaturale, mais si toi-même tu te rends encore à l'intérieur pour dire nous sommes la troisième communauté, aujourd'hui nous sommes suffisamment prêts pour nous prendre en charge, nous pouvons prendre nos problèmes en main, donc faisons en sorte que le pont qui lie les Konakais aux Malinké, il faut briser ce pont. Est-ce que ça c'est intelligent? C'est ce qu'ils ont dit? C'est ce qu'ils ont dit, bien sûr. Je le dis, je suis sur une chaîne de télévision, je ne suis pas entre les quatre en train de me cacher. Ils voient mon visage. Donc ce message, c'est l'irresponsabilité qu'on ne peut pas décrire. Bien. Parce alors, si un groupe d'hommes, pour terminer avec la question de Beila, si un groupe d'hommes peut aller à Beila, susciter ce type de soulèvement en quelques jours contre le pouvoir, étant donné que Beila est un des fiefs du RPG, est-ce que vous ne pensez pas en ce moment que le RPG est faible sur le terrain? C'est que tu dois comprendre. La gouvernance Alpha Condé n'a plus d'effet sur les gens dans les fiefs du RPG. C'est que tu dois comprendre. C'est que tu dois comprendre. Je vous ai dit tantôt qu'ils sont allés sur le terrain et n'ont pas été accueillis par la population. Ah, mais les discours qu'ils ont tenus, ont pu soulever quand même les gens. Laissez-moi venir. Les discours qu'ils ont tenus ont pu soulever les gens. Laisse-moi venir, monsieur Diallo, monsieur le journaliste. Ils sont allés dans les marchés, dans les coins, parce que vous savez que quel que soit le message que vous portez, quand vous véhiculez ce message entre 10 personnes, 15 personnes, peut-être qu'une personne peut retenir quelque chose. Deux personnes peuvent retenir quelque chose. Mais le mouvement de Beila était un mouvement social. Était un mouvement social, ce n'était pas un mouvement politique. Maintenant, s'il y a des gens qui profitent de ce mouvement pour réellement en faire un mouvement politique, c'est ce que je dénonce. Bien. Et pour terminer, vous pensez que la mission qui a été amenée par le gouvernement a réussi et que tout va bien aujourd'hui? La mission est en train de travailler. D'abord, je vous informe qu'avant-hier, la mission est rentrée entre 19h30 et 20h. Les gens sont sortis vraiment massivement la nuit pour vraiment accueillir ces fils aussi de Beila et envoyés par le professeur Alpha Condé pour leur dire exactement la vision du professeur Alpha Condé pour la ville de Beila. Parce que les gens font croire aux gens, aux populations, que le professeur Alpha Condé n'aime pas Beila, il n'aime pas les citoyens de Beila, chose qui est complètement contraire à la vision du professeur Alpha Condé. Donc aujourd'hui, les missionnaires sont encore sur le terrain, ils sont en train de travailler. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'avancées. Les jeunes qui ont été arrêtés, il fallait respecter quand même la procédure. Ils ont été jugés, condamnés, et après, on les a mis, ça c'est des termes juridiques que je ne maîtrise pas, mais quand même ils ont été mis à la disposition vraiment des missionnaires qui sont venus avec eux à Beila. Donc je pense que ça a été d'abord une victoire pour nous tous, parce que je ne peux pas accepter que vraiment nos frères aussi soient là comme ça. Mais il y a un point important à souligner. Lors de l'attaque de la gendarmerie, il y a eu des armes qui ont été emportées. À Beila. Les armes ont été emportées, selon mes informations, c'était autour de, en tout cas une dizaine d'armes, mais quelques-unes ont été retrouvées. Donc il faut lancer ce message, faire dire à nos frères que la présence des armes détenues par des personnes qui ne sont pas habilitées à le faire est un danger pour nous tous. Il faut les sensibiliser, il faut les dire de retourner ces armes-là, et que désormais, pour le développement de Beila, nous sommes tous ensemble. Pour le progrès de Beila, nous sommes tous ensemble. Nous devons trouver un cadre idéal pour le faire. Donc ceux qui viennent pour, c'est-à-dire les marchands de misère qui prennent leurs produits à Conakry ou ailleurs pour aller les revendre à Beila, nous devons refuser ces produits-là et leur dire que les populations de Beila ne sont pas là pour consommer, c'est-à-dire consommer les produits de haine, les produits de division et les produits qui sèment la confusion dans la cité. Voilà, on en a fini avec ce sujet de Beila. Finissons en parlant justement de la gestion, l'administration. Un des jeunes choisis, en tout cas par le président Alpha Condé, dans le cadre, dans son opération de promotion des jeunes dans les postes stratégiques, notamment Aboubakar Makissa Kamara, qui est aujourd'hui le directeur national des impôts, qui, selon ce qu'on a vu dans sa gestion, a fait beaucoup de performances en termes de recettes qu'il mobilise d'année en année, et souvent qui dépassent même les, comment on va dire, les prévisions annuelles. Alors, qui donc a été nominé ou a reçu un prix du côté du Maroc. En quoi la spécificité de ce prix de Makissa? D'abord, il faut dire que c'est un honneur qui revient au professeur Alpha Condé.
c'est un honneur qui revient au peuple de Guinée, parce que le professeur Alpha Condé, contrairement à ce discours qu'on avait l'habitude d'entendre, les anciens dirigeants nous disaient de la jeunesse qui sont expérimentés, que les jeunes ne sont pas formés. Mais le professeur Alpha Condé a pris vraiment ses responsabilités. Il a déclaré que lui, il préfère faire confiance à des jeunes inexpérimentés qu'à des anciens voleurs. Donc, il a quand même placé des jeunes à des endroits stratégiques. Tu comprends? Aujourd'hui, qu'il soit à la présidence avec M. Ibrahim Khalil Kaba qui a beaucoup de performances aujourd'hui, même ceux qui sont les contradicteurs politiques du professeur Alpha Condé savent que ce monsieur a du talent. Pourtant, il était là comme un recteur d'université. Il y a beaucoup d'autres aussi vraiment qui sont vraiment en train de travailler. Avant de parler de Macky Sall, vous allez juste me permettre. Il y a des jeunes DAF aussi, les 518 par exemple dirigés par Sampil et Youssouf Sampil, qui sont aussi en train de faire leurs preuves. C'est extrêmement important de vraiment souligner cela. Vous avez Paul Moussa Diawara, par exemple, au niveau de l'OGP. L'OGP qui était une direction méconnue des populations de Guinée, aujourd'hui, grâce à ses performances, l'OGP contribue aujourd'hui au développement de ce pays-là. C'est important. Maintenant, ce qui concerne Macky Sall, au-delà des recettes, le cas de travail d'abord qu'il a créé, qu'il offre aux travailleurs des impôts, le rajeunissement, c'est extrêmement important de le souligner. Allez-y aujourd'hui en ville, regardez le battement des impôts, c'est vraiment une performance, c'est vraiment salutaire. Le lancer des travaux de des rénovations et aujourd'hui c'est vraiment visible. Même l'ascenseur a été changé, c'est extrêmement, du premier étage jusqu'au dernier étage, c'est extrêmement important. Maintenant, ce qui concerne les recettes, personne aujourd'hui ne peut vraiment s'attaquer à ce point là parce que ça se passe de commentaires. Et en tout cas, tout ce qui est performance au niveau de cette direction aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose que je peux encore dire. Félicitations au professeur Alpha Condé, parce qu'avant de remercier M. Aboubakar Macky Sall Camara, qui était dans l'ornière, qui n'était pas connu, mais aujourd'hui qui est connu grâce au professeur Alpha Condé, dont le mérite revient au professeur Alpha Condé, tout en remerciant M. Macky Sall pour vraiment ce qu'il est en train de faire, parce qu'il lui aussi est en train d'honorer la confiance du professeur Alpha Condé, il est en train de mériter la confiance du professeur Alpha Condé à travers ses résultats. Maintenant, c'est aussi le signe qu'il faut faire confiance aux jeunes cadres afin de les nommer à des postes stratégiques. Il est clair que la performance comme celle de M. Macky Sall aujourd'hui ouvre la porte à plusieurs jeunes. Bien. Le professeur Alpha Condé est aujourd'hui convaincu que oui, les jeunes aussi peuvent quelque chose. Maintenant, le prix qu'il va recevoir au Maroc, vous savez, c'est quelque chose qui a été créé au Maroc. C'est quoi? C'est PADEF. Ça a été créé au Maroc, en Côte d'Ivoire en 2006. Et c'est un prix, c'est une ONG qui récompense vraiment des personnalités, des personnes physiques et morales dans différents secteurs. Tu comprends? Donc aujourd'hui, en cette année 2017, cette association a jugé que M. Aboubakar Macky Sall Camara, dans son secteur sur le continent africain, il est le meilleur. Bien. Il est le meilleur, il a été désigné. Donc le prix, lui, il l'a remis au Maroc. Donc je pense que c'est une victoire de la Guinée. C'est une victoire du professeur Alpha Condé, et davantage de jeunes doivent se mettre en tête que oui, nous aussi, la Guinée d'aujourd'hui c'est pour nous et la Guinée de demain nous appartient. Si nos anciens ont aimé la Guinée verbalement dans leurs propos, nous devons aimer la Guinée dans les faits et dans nos actions. C'est ce qu'Aboubacar Macky Sall est en train de faire. Et bien entendu, ce prix qui donc est remis à Macky Sall pour ses performances aux impôts peut-être pourrait inspirer d'autres jeunes cadres qui sont à d'autres postes à plus de résultats positifs, à plus de performances, là où ils ont été nommés bien entendu par Alpha Condé. Oui, je vais juste dire que je n'exclus personne. C'est vrai que je ne peux pas citer tout le monde, mais il y a énormément de jeunes, par exemple au fait Suleiman Traoré, il fait d'énormes travail, on ne peut pas citer tout le monde, mais vraiment que tous ceux-là qui sont vraiment en train de travailler se sentent vraiment, se retrouvent dans ce qu'ils sont en train de dire et nous les accompagnons. Voilà, merci d'être passé, à très bientôt. Merci M. Diallo. Merci. Merci. Voilà, donc ainsi prend fin cette première partie. Juste derrière la pause, je reçois Sekou Jamal Pendessa. Avec lui, on va parler de la Sénacip, semaine de la citoyenneté, dont le budget a été complètement raboté et qui annonce un peu des couleurs un peu négatives de cette semaine très très attendue pourtant par les citoyens guinéens. À tout à l'heure. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes
par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Thé Akbar, le leader mondial. De nouveau dans la production des œufs en Guinée. Après 2 ans d'expérimentation, Diaty Condé et son équipe vous présentent des œufs blancs, naturels avec moins de cholestérol et très doux. Les œufs blancs sont produits sur place à Kindia et vendus avec les alvéoles à des prix très abordables, 22 000 francs guinéens et 24 000 francs guinéens pour un alvéole de 30 œufs. Procurez-vous des œufs blancs de chez Diaty Condé aux 4 coins de la Guinée. Contact Kankan Korossa 669 0059 85 ou le 621 18 90 62. Conakry le 664 04 55 92. Kindia 625 22 84 38. Boki Kamsar 622 60 31 61. Mafereya Forecaria 664 33 25 11. Consommez les œufs blancs, vous ne serez pas déçus. Voilà comme annoncé, c'est Jamal Pendessa sur ce plateau de Café Débat. Pendessa, bienvenue. Merci, Ouri. 2 sujets donc à passer au crible rapidement. D'abord, la semaine de la citoyenneté qui doit donc, qui s'annonce dans 1 semaine pratiquement. 2e édition. On s'attend à ce qu'il y ait plus d'action cette année que par l'année passée, puisque l'année passée c'était une sorte d'expérimentation. Et donc, on s'attendait aussi que l'État prenne en compte la demande du ministre, donc le budget, sauf que nous apprenons qu'il y a une sorte de sabotage de la chose parce que le budget proposé par le ministre qui avait été antérieurement approuvé au Conseil des ministres a été finalement raboté jusqu'au moins de la moitié demandé par le ministère. Est-ce qu'il n'y a pas là un signe encore de faire échouer en grande partie cette 2e édition de la semaine de la citoyenneté? C'est que le malheur de ce pays-là, moi je pense que plus on évolue sur une situation, plus on doit marquer des points positifs. Mais c'est que nous, on va à reculons. Malheureusement. Malheureusement. L'année dernière, on sait ce qui s'est passé. Il y a eu le même scénario que vous avez décrit. Il y a eu un budget qui a été proposé, accepté dans un premier temps et puis raboté par la suite. Mais on s'était dit oui, ça se comprend un peu puisque c'est la première fois, l'État n'était pas préparé à ça, on est surpris, vous comprenez. On espère que la prochaine édition sera la meilleure. Et là, les responsabilités étaient situées à 2 niveaux. D'abord au niveau du ministère en charge de l'organisation de cette semaine, qui devait tout faire pour prendre des dispositions organisationnelles, mais au niveau de l'État, de son côté, prendre des dispositions financières. Tout à fait. Mais le constat qu'on a fait cette année, c'est que le ministère en charge de l'organisation de cette semaine, piloté par Gassama Diaby, a bien fait son travail. C'est que sur le plan organisationnel, il y a eu beaucoup de choses. Quand vous regardez le projet, il y a eu des innovations. Cette année. Voici ce à quoi on pouvait s'attendre. On dit oui, là on a eu tout le temps pour se préparer. Donc lui il a fait ce qu'il pouvait faire. Il vient présenter un budget. Vous avez parlé de ce budget. Moi j'ai encore dans mon bureau la copie du compte rendu du Conseil des ministres. Vous comprenez? On a encore la vidéo ici puisqu'on couvre souvent ces conseils des ministres. Là où non seulement le budget a été approuvé, mais le chef de l'État a eu des appréciations particulières pour le ministre. Tout le monde ils ont fait semblant quand même d'apprécier le travail. Tout le monde était emballé, on dit non, c'est un projet bien ficelé, c'est bien fait, on a apprécié. Et le gouvernement s'est engagé dans le même conseil, après l'émission, vous pouvez regarder, ils se sont engagés, les ministres, à accompagner le projet. Mais si quelques temps après on nous apprend que le budget a été revu à la baisse,
alors que cette fois-ci, il y a plus d'actions insérées dans le projet plus que l'année passée. Ouais. Ça ne se comprend pas. Donc là, il y a des manœuvres pour peut-être faire échouer cette deuxième édition de la semaine de la citoyenneté, c'est cela? Moi, je ne sais même pas comment expliquer ça. Je me demande pourquoi, mais ce qu'il faut déplorer, il ne faut pas faire semblant qu'on aime quelque chose alors qu'au fond, on ne l'aime pas. Bien. Moi, si je ne suis pas d'accord avec un projet donné, mais je le dis ouvertement, même si j'appartiens à un gouvernement, je ne suis pas allé dans les médias pour le dire, entre nous là-bas, je dirais. Alors, est-ce que le président Alpha Condé devrait peut-être réaffirmer son autorité dans ce sens, de dire au ministère du budget, même s'ils annoncent une sorte de déficit budgétaire, mais de faire tout pour que le budget demandé quand même par le ministère soit donné pour que la semaine de la citoyenneté soit pleinement exécutée? Vous savez, il est très beau d'évoquer, comme ils le font souvent, des contraintes budgétaires. Vous savez, la Guinée, on est champion en création. À tout bout de champ, on parle de contraintes quand on crée, budgétaires. J'ai vu dans l'affaire de la CENI, ici on nous a créé des contraintes budgétaires, techniques, juridiques. Ouais. Ça s'est répandu sur toute la vie. Et j'ai même entendu cette fois-ci maintenant, le Congo aussi a pris le relais pour dire des contraintes techniques et budgétaires, ils ne pourront pas organiser les élections. On inspire tout le monde dans le mauvais sens. Un réflexe. Vous comprenez? Moi, je pense qu'il n'était pas question d'évoquer ces contraintes à partir du moment, c'est un projet qu'on a eu depuis l'an dernier. C'est pas quelque chose d'imprévu qui est venu, c'est ce qu'il faut dire. Ça ne tombe pas du ciel. Ça ne tombe pas du ciel. C'est pas quelque chose d'imprévu. Ça a été préparé. On a apprécié la première édition malgré quelques difficultés. On s'est engagé à mieux faire lors de la prochaine édition. Bien. Mais qu'est-ce qu'on va nous soulever aujourd'hui? C'est que ça ne tient pas du tout. Moi, je pense que c'est une question de priorité. Donc il faut s'attendre à ce que la question de la citoyenneté, ils vont continuer à accuser les citoyens. Mais ce n'est pas une priorité pour le gouvernement. Ce n'est pas une priorité pour le gouvernement. Si c'était une fête pour le RPG, c'est sûr qu'on aurait dépensé 10 milliards. Hein? Mais je n'ai pas besoin de démontrer cela. On connaît beaucoup de choses, je ne vais pas revenir, on est tous Guinéens. Tu es mieux placé pour le savoir. Non, si c'était les 30 ans du RPG, il y aurait eu plus de 10 milliards. Plus de 10 milliards. Plus de 10 milliards. Donc la question des citoyenneté, on chante tous pour appeler les gens à la citoyenneté, mais on ne veut pas faire le concret. Donc il y a de l'hypocrisie peut-être dans les actions du gouvernement vis-à-vis de certaines valeurs de la République comme la citoyenneté. J'imagine qu'il faut s'attendre à l'échec en partie de cette semaine de citoyenneté si toutefois le budget de voter pour les actions n'est pas donné. L'échec, on commence déjà à consommer l'échec. Bien. Puisque l'engouement qu'il y a eu même lors de la première édition qui était une surprise manque déjà. Bien. On est à combien de jours de l'événement aujourd'hui? Qu'est-ce que vous sentez? On ne sent rien de toute façon. On ne sent rien. Je pense que c'est le premier échec. Bien. Puisque c'est qu'il faut que l'effet là touche tous les citoyens, toute la population. Mais s'il n'y a rien du tout, les autorités ne donnent pas l'exemple, je ne sais pas en quoi ça va servir. C'est clair. Donc, vous comprenez? On peut s'attendre à d'autres facettes de l'échec. L'échec, on commence déjà à le consommer. Et voilà comment nous abordons un peu cette semaine de la citoyenneté. Dans un élan de déception et qui démontre peut-être le manque d'attention du gouvernement vis-à-vis de ces genres de questions. On va revenir là-dessus à d'autres occasions puisque la semaine elle-même... Et ce qu'il faut ajouter, il faut dire à Gassama Diaby de ne pas se décourager. Je sais que c'est des actes qui sont difficiles à supporter, mais quand on s'engage pour une cause nationale, une cause noble, il faut aller jusqu'au bout. Bien. Il n'a qu'à faire, même si c'est 1 milliard qu'on va lui donner, de faire ce qu'il faut. Des activités à la hauteur. L'histoire sera témoin de ce qu'il a posé comme acte et tout ce qui pourrait tirer le filet dans le sens contraire de l'histoire seront rattrapés tôt ou tard. Bien. Donc que chacun pose l'acte qu'il peut poser pour que ça bouge et c'est tout ce qu'on peut lui dire. Il n'y a pas de découragement, la nation lui sera reconnaissante. Bien, on verra bien. Et le deuxième et le dernier sujet, c'est les avocats qui décident à partir d'aujourd'hui d'aller en grève, de bouder les tribunaux, ce qui veut dire que qu'est-ce qui nous attend? On a eu le bâtonnier Maître Traoré à la radio qui a donc donné les raisons pour lesquelles tous les avocats de la République de Guinée décident de bouder les tribunaux à partir d'aujourd'hui pour 10 jours notamment.
Oui, vous l'avez dit, à partir d'aujourd'hui, ils ont commencé. La raison principale, c'est que il y a eu beaucoup d'avocats qui sont violentés dans l'exercice de leur métier par les OPJ, officiers, comment dire, officiers de police judiciaire. Vous comprenez? Vous savez, c'est le fait pour un citoyen d'avoir un avocat lorsqu'il est en conflit avec la loi, c'est consacré par la constitution guinéenne. Vous comprenez, confirmé par d'autres textes comme le code de procédure pénale. Vous comprenez. Donc si ceux-là qui viennent faire ce travail-là, vous les empêchez, c'est que je vous apprends d'ailleurs que lorsqu'il n'y a pas de défense dans un procès, non, il n'y a pas de procès. Bien. Il faut qu'il y ait un procès équitable, juste, là où la défense de chaque partie est garantie. Bien. Donc s'il n'y a pas d'avocat, ne parlez pas de procès, ce n'est même pas possible. Bien. Vous comprenez? Nous sommes dans un état de droit. Et donc, la raison, c'est pour vous dire que la raison évoquée, elle est suffisamment fondée. Bien. Vous ne pouvez pas continuer à manquer du respect aux avocats, les violenter, parfois juste que les arrêter aussi. Ça arrive. Bien. Vous comprenez? Mais comment est-ce que vous qui êtes censé défendre quelqu'un vous-même? On vous arrête souvent, on vous agresse physiquement. Ne serait-ce que cela, ça terrorise le client. Bien. Vous comprenez? Puisque le client, lorsque un citoyen se retrouve dans un problème, c'est-à-dire son seul soutien en qui il fait confiance, ou le premier soutien, c'est son avocat. Il pense que oui, je suis protégé. Il y a quelqu'un qui connaît la loi, peut-être on pouvait me tromper, mais lui il connaît tous les rouillages. Ça c'est deuxièmement. Il a un fondement juridique de discuter avec ceux-là qui m'incarcèrent ou qui m'accusent. Bien. Vous comprenez? Mais si vous commencez par terroriser ce dernier, donc cela veut dire que le client lui il est abattu. Donc cela veut dire qu'on peut, je suis exposé à n'importe quel sort, mauvais sort, bien sûr. Donc à cause de toutes ces violences à l'endroit des avocats dans les services d'OPJ, dans les commissariats quand ils viennent voir leurs clients et ainsi de suite, et d'autres choses aussi que le bâtonnier a évoqué. Et qu'est-ce qui se passe, le fond du problème? Pour la plupart des cas, pourquoi ces OPJ là sont contre les avocats, c'est que, vous savez, quand vous évoluez avec une population qui ne maîtrise pas tous les paramètres de la procédure, c'est un peu compliqué. Ils viennent, les citoyens ne savent pas, on les amène là alors qu'il y a des questions qui ne relèvent pas de la prérogative ou des prérogatives de ces OPJ. Quand vous prenez des questions d'ordre civil, d'ordre commercial, d'ordre social, on vient les traiter là alors que ces OPJ ne doivent s'occuper que des questions pénales. Vous comprenez? Conséquence, si le citoyen se voit privé de sa liberté, après quelques négociations, on connaît ces réalités, on lui demande de payer telle somme pour qu'on le libère. Et là, ça fait l'affaire de ces OPJ. Puisque lorsqu'un OPJ gère un dossier, là où il y a eu le paiement d'un tel montant, on dit que tu as 10%. Vous comprenez? Et il y a une affaire qui est là, alors qu'en réalité, elle ne devait pas être là. Mais puisque le citoyen ne connaît pas les droits, il va accepter. Mais s'il prend un avocat, l'avocat vient dire non, attention, l'affaire là, on ne doit même pas la juger ici. Il faut transférer, ce n'est pas lui qui doit gérer. Donc il perd ses 10%. Bien. Vous voyez l'une des principales raisons de cette colère inexpliquée contre les avocats. Vous comprenez? Bien. Donc lorsqu'il voit des avocats, il dit il est venu gâter ma chance. Donc il y a tout ça. Il y a tout ce problème. La conséquence donc de la grève des avocats, c'est quoi? Pour finir. La conséquence, comme je le disais de passage à l'entame, c'est qu'il n'y a pas un procès, il n'y a pas d'avocat. Pour qu'il y ait un procès équitable, juste, il faut qu'il y ait la contribution des avocats. Maintenant, s'ils disent, si ça concerne un procès donné, les avocats de la défense, par exemple, se disent, nous, on démissionne. On va raccrocher les robes, comme ils aiment à le dire, vous comprenez. L'État peut, par exemple, prendre ce qu'on appelle des avocats commis d'office pour les remplacer, pour que le procès continue. C'est ce qui s'est passé dans le procès au Sénégal, l'ancien président tchadien. Vous comprenez. Mais là, c'est un mouvement national.
Cela veut dire que tous les avocats qui vont cesser d'exercer. Cela veut dire qu'il n'y aura pas procès. Il n'y aura aucun procès dans aucun tribunal. Vous imaginez combien de fois il y a des affaires à traiter sur le plan pénal. Il y a des gens qui sont emprisonnés, doivent être jugés. Sur le plan civil, il y a des problèmes de couple qui sont là, il y a des problèmes de contrats signés entre des individus, etc., qui sont là à traiter. Les affaires-man vont voir leurs affaires bloquées. Et n'oubliez pas aussi qu'il y a des affaires commerciales. Tout ça, même l'État va être paralysé, puisque l'État est concerné par certains procès. Soit l'État est en train de poursuivre des délinquants, vous comprenez, et ou bien l'État est poursuivi par d'autres citoyens. Donc tout ça va être arrêté. Cela veut dire que c'est une paralysie totale. Et nous, malheureusement pour nous de la presse, le procès de notre confrère Koula, qui devait reprendre le lundi prochain, n'aura pas lieu. Alors qu'on était fatigué des multiples reports. Donc ça sera une des conséquences. Puisque oui, le procès avait pris vraiment le cours normal, on était content, mais malheureusement pour nous, le lundi, il n'y aura pas de procès. Parce que les avocats décident de gréver. Et donc on va suivre cette grève de bout en bout. Ça veut dire que Maître Cheikh Sako, le ministre de la Justice, a intérêt à dialoguer avec ses avocats le plus rapidement que possible pour éviter ces 10 jours de vide et d'absence dans les tribunaux. Merci Pénès d'être passé. À très bientôt. Merci beaucoup. À vous, merci de votre attention et à demain pour un autre numéro de Café Débat. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.